Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Biba Pedron, qui est une sommité dans le domaine du web francophone aujourd'hui et depuis peu d'ailleurs. Donc bonjour Biba et merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Bonjour à Yannick et puis surtout merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, vraiment grand plaisir. Dans cette vidéo, vous allez tout apprendre sur le mastermind. En fait, c'est la spécialité de Biba. Donc, je vais sans trop dévoiler de choses et sans lui couper la chic, on va dire, voilà, vous dire que le mastermind, c'est une réunion de personnes qui sont un petit peu dans la même vision des choses ou qui ont un même objectif, par exemple. Biba, évidemment, corrigera si je me trompe, puisque c'est vraiment elle la spécialiste. Et l'idée, c'est, on a un adage en France qui dit que qui s'isole s'étiole. Et le mastermind, c'est un petit peu pour pallier à tout ça. Et ça peut vous aider, vraiment vous aider le fait d'avoir plusieurs personnes et de faire réfléchir plusieurs personnes sur une problématique ou sur votre entreprise. Vraiment, vous donner plein d'autres perspectives et une autre vision, clairement, et vraiment vous faire progresser à vitesse grand V. Donc, avant de tout connaître sur ce fameux mastermind, j'aurais aimé, connaître votre histoire, Biba. En fait, ça fait, je crois, une dizaine d'années, voire un petit peu plus, que vous êtes expatrié aux États-Unis, ce qui est déjà quand même très courageux, parce qu'à la base, vous êtes de quelle région? Moi je suis normande. Voilà, normande. Donc du coup, de la Normandie à New York, Miami, il y a quand même un sacré gap et un sacré voyage vraiment très courageux que vous avez fait. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Quelle est votre histoire? En fait c'est vrai que les États-Unis, moi c'était un rêve depuis très très longtemps. Quand on est petit on a des rêves, mais on pense que les rêves, ça reste des rêves. On pense pas nécessairement que c'est quelque chose qui peut se réaliser. Et puis bon, pendant très très longtemps, effectivement, je me suis dit que comme c'était un rêve, il y avait peut-être pas grand-chose à y faire. Et puis plus j'ai grandi, si je puis dire, à un moment donné, effectivement, je suis venue à New York, je suis venue aux États-Unis la première fois en 92 pour venir visiter les États-Unis. Et en fait, j'ai fait la traversée des États-Unis en minibus. Donc de New York jusqu'à San Francisco en passant par le sud. Donc à l'époque on était 13 dans un minibus, donc c'était une certaine aventure. Mais ce qui était assez étonnant, Ouais, c'est carrément. ça s'est pas nécessairement bien fini parce que c'est une petite structure pour 13 personnes pendant 30 jours. Mais bon, l'expérience était intéressante et puis surtout ça me permettait de voir tous les aspects des États-Unis parce que c'est vrai que d'un État à l'autre, bon, comme on dit aux États-Unis, on a vraiment l'impression que c'est des pays différents, mais que ce soit la culture est un peu différente, la façon de parler, les accents, euh, la faune, tout ce genre de choses est un petit peu différent. Donc c'était intéressant d'avoir une overview, comme on dit aux États-Unis, d'avoir un aperçu de tout ce que ça pouvait être. Mais ce qui a été étonnant, c'est que en fait, quand j'ai atterri, donc on a atterri à New York, quand l'avion a atterri, j'ai vraiment eu le sentiment, j'arrive à la maison. Et ça, bon, j'ai jamais pu l'expliquer parce que plein de gens m'ont toujours demandé mais pourquoi les États-Unis, pourquoi New York, pourquoi ceci. Je n'ai jamais pu expliquer le pourquoi, mais là j'avais le sentiment que voilà, j'avais trouvé ma place. Donc après c'est pareil, là c'était en 92, donc j'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir éventuellement m'y installer. Parce que malheureusement les histoires de visa c'est quand même un peu compliqué et puis aujourd'hui c'est encore plus compliqué qu'il y a 10 ans, mais j'ai cherché des solutions, donc j'ai voyagé un certain nombre de fois pour revenir régulièrement. Donc j'avais d'abord fait la traversée, ensuite j'ai fait 2 étés, j'ai fait San Francisco et à partir de 96 je suis venue tous les étés, tous les mois d'août en fait, je venais à New York pour essayer de trouver des solutions pour savoir comment je pouvais faire. Est-ce que je pouvais trouver un job, est-ce que je pouvais rester, comment il fallait faire pour rester. Et puis à un moment donné, je me suis aperçue que trouver un job, c'était pas compliqué, mais obtenir un visa pour avoir un job, c'était pas nécessairement simple. Et puis plus ça allait, plus j'avais aussi cette envie d'indépendance et de me dire j'ai peut-être envie de monter quelque chose, j'ai peut-être envie de monter mon propre business. Surtout que ce qui a été le déclencheur, c'est qu'à une époque, effectivement, en 96, en 97, je crois, en avril 97, non, en mai 97, j'étais chef des ventes dans une société de fourniture de bureau et j'avais décidé de prendre 15 jours de vacances puisque le mois de mai, c'est un mois quand même qui est très très calme en France et avec tous les ponts, ici, il ne passe pas grand chose. Et qu'au départ, mon patron ne voulait pas me laisser partir. Et que, bon, j'ai réussi à partir, j'ai réussi à négocier et finir par partir pendant 15 jours, mais ça avait vraiment été le déclencheur de me dire, en fait, je veux laisser personne décider à ma place. Je veux faire ce que je veux, quand j'ai envie de le faire. Si j'ai envie de voyager, je veux pouvoir voyager. Donc, en fait,
C'est à partir de là que j'ai pris la décision que j'allais monter une société en France, mais je savais pas du tout ce que j'allais y faire. Je savais simplement que je voulais quelque chose qui soit mobile, si je puis dire, que je puisse gérer de n'importe où avec simplement un téléphone, un ordinateur et Internet. Et que ça s'arrête là et qu'après je verrais bien ce que j'allais faire. Donc là au moins la décision était prise. Et puis comme je ne savais pas du tout quoi faire, bon moi j'avais été commerciale pendant des années, j'avais été responsable des ventes et j'ai cherché un peu ce que je pourrais faire, quelque chose de pratique, on pouvait démarrer de chez soi sans nécessairement avoir d'argent ou quoi que ce soit, ou de compétences particulières. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était le tout début du télésecrétariat. Excusez-moi. Moi aussi j'ai un peu la crève. Bah oui, pourtant moi je suis à Miami, il fait beau, mais on a eu la pluie hier et du coup j'ai dû prendre un coup de froid avec la pluie. Donc effectivement, donc je me suis renseignée un peu sur le télésecrétariat. Bon, je me suis dit a priori il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment d'investissement puisque je venais d'acheter un ordinateur. Je dis après bon faut trouver les clients, donc je me dis mais au moins c'est quelque chose que je peux faire probablement de n'importe où. Alors ce qui est sûr c'est que quand on monte une activité, même quand c'est de chez soi, il faut déjà lancer l'activité, il faut déjà avoir des clients, il faut déjà faire un peu d'argent. Donc c'est vrai que pendant 2 ans, je ne suis pas retournée aux États-Unis parce que je travaillais 7 jours sur 7 et entre 14 et 16 heures par jour pour développer l'activité parce que mon but et ma motivation c'était d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir repartir aux États-Unis et voir dans quelle mesure, à un moment donné, je pourrais faire la navette en permanence et puis comme c'était du télésecrétariat, vous saisissez des textes, vous les renvoyez par email, donc peu importe où je me trouve, que je sois en Normandie, à Paris ou à New York, c'était la même chose. Et puis donc en fait cette activité donc très rapidement en l'espace de 6 mois s'est transformée en télémarketing parce que c'est vrai que bon moi secrétaire, j'avais jamais été secrétaire, c'était pas vraiment mon truc de faire de la saisie toute la journée. Le commerce oui par contre. Le commerce oui, alors je connaissais un peu mieux, c'est-à-dire que je connaissais pas nécessairement le marketing ou ce genre de choses, mais faire de la vente, je faisais ça depuis 15 ans. Donc dans mes promotions en fait, je proposais de faire de la prise de rendez-vous pour des petites entreprises ou faire de la promotion de leurs produits. Et donc c'est vrai que de plus en plus, comme j'étais définitivement plus à l'aise sur cette partie-là, j'ai eu de plus en plus de personnes, de sociétés qui m'ont contacté pour m'occuper de la prise de rendez-vous et de faire la promotion de leurs services. Donc c'est ce que j'ai fait pendant... Génial, sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à passer 7 heures par jour au téléphone et que c'était pas non plus ma motivation. Effectivement. C'était une prison pour une autre. Voilà, tout à fait. Mais bon, ma motivation finale et mon objectif final, c'était de dire un jour, de toute façon, je vais repartir aux États-Unis et je vais m'y installer. Donc même si ça me plaisait moyen ce que je faisais et que 7 heures par jour au téléphone, c'est pas nécessairement fun, si j'avais rien eu au bout, c'est vrai que je pense que j'aurais pas eu le courage de le faire ni la motivation de le faire, mais là je savais qu'il y avait autre chose et que le but c'était d'atteindre mon objectif. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans pour développer suffisamment le business et puis au bout de 2 ans, donc en mai 2000 j'ai décidé de venir 15 jours aux États-Unis parce que je me suis dit c'est pareil, le mois de mai une fois de plus c'est quand même beaucoup plus calme, donc je vais avoir moins de choses à faire, mais de toute façon tout ce que je fais je vais pouvoir le faire par téléphone de la même façon. La seule chose c'est que j'ai informé mes clients parce que je me suis dit si jamais il y a des problèmes techniques, si j'arrive pas à me connecter à Internet, si au niveau du téléphone on n'entend pas bien ou ce genre de choses, bon il faut quand même parce que je faisais quand même beaucoup de prises de rendez-vous. Donc j'ai fait mon test, donc j'ai informé tous mes clients en leur disant bon je pars 15 jours mais vous inquiétez pas, le travail va être fait normalement. Et puis donc je suis venue à New York, ça s'est passé impeccablement et quand je suis rentrée au bout des 15 jours, j'ai rappelé mes clients pour les informer que j'étais de retour. Et ce qui a été étonnant, c'est que la majorité m'ont demandé mais au fait quand est-ce que vous partez à New York? Ah, donc ça c'est top. Ils se sont pas rendus compte de l'absence. Voilà, bien que je les avais prévenus, mais finalement ils n'ont pas vu la différence parce que quand je les ai appelés, effectivement au téléphone maintenant on entend comme si on était dans la ville d'à côté, donc c'est pas gênant. Ils avaient leur rapport régulièrement, ils avaient leur prise de rendez-vous, ils avaient tout. Donc là au moins ça m'a encouragée parce que je me suis dit effectivement mon test est réussi. Mes clients maintenant, comme ils me connaissent et qui se sont rendus compte que ça gênait pas que je sois à l'époque, donc entre-temps j'habitais sur Paris, que je sois à Paris, que je sois à New York, pour eux ça change absolument rien. Donc ça veut dire que je vais pas en plus perdre mes clients parce que j'ai décidé de me déplacer en fait. Pour eux le travail est fait de la même façon, ça change absolument rien. Donc à partir de là j'ai commencé à faire la navette entre Paris et New York très régulièrement puisque je faisais 3 mois Paris, 3 mois New York.
Et pour autant, bon, bah, quand on commence à passer la douane un peu souvent, bah, à un moment donné, ils n'aiment pas nous voir trop souvent passer la douane, ils se demandent ce qu'on fait. Donc après, il a fallu que je trouve des solutions, en disant bon, c'est bien, mais faire la navette, ça va peut-être me poser un problème à un moment donné. Donc, quelles sont mes solutions? Donc ça m'a repris du temps aussi pour trouver comment j'allais pouvoir rester, parce qu'obligatoirement pour rester aux États-Unis de façon permanente, il faut un visa. Donc je me suis renseignée pour créer ma société aux États-Unis, voir comment je pouvais faire, et donc à partir de là pouvoir rester. Donc ça a pris du temps aussi parce que c'est long d'avoir les informations, parce que sur Internet on trouve tout et son contraire. Donc ça m'a pris du temps d'avoir l'information, mais à un moment donné j'ai réussi effectivement. Donc j'ai eu mon visa en mai 2003. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et que, par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au départ, je voulais proposer à des autres entreprises américaines de faire de la prise de rendez-vous, ou si éventuellement ils envisageaient de faire des séjours en France pour le business, organiser les voyages et ce genre de choses. Mais je me suis aperçue que faire du business aux États-Unis, c'était pas du tout la même chose que faire du business en France. En plus, j'avais un anglais à l'époque qui était quand même basique, donc ce qui n'était pas simple non plus. Et que de ce fait-là, je me suis aperçue que si je voulais monter une activité, il allait falloir que je fasse autre chose parce que le télémarketing, ça allait pas le faire. Et que, en plus, j'étais pas à l'aise à l'époque pour faire du télémarketing en anglais, ça c'était certain. Donc c'est là, en fait, j'ai passé un été complet, j'ai passé 3 mois à la bibliothèque business qui se trouve dans Manhattan pour justement apprendre comment on fait du business aux États-Unis, comment ils font le marketing, comment ils font la communication et comment contacter les gens. C'est juste une bibliothèque qui est spécialisée plus un peu, c'est-à-dire vous avez la bibliothèque où on trouve tous les livres normaux et puis il y a une annexe où on trouve tout ce qui est business. Donc en fait c'est comme une bibliothèque normale, mais c'est qu'on trouve tout ce qui est livre concernant tout ce qui concerne les sociétés, monter des sociétés, ce genre de choses. C'est génial. Ok, super. Donc j'y ai passé un été complet, donc effectivement pendant 3 mois, donc c'était pas vraiment du tourisme, mais j'ai vite compris que de toute façon, si je voulais vraiment monter une société aux États-Unis et faire quelque chose et en fait que ça tourne, il fallait que je comprenne la culture américaine et comment on faisait du business pour savoir approcher les entreprises. Bien sûr. Et en fait, c'est en faisant cette démarche-là, en étudiant à la bibliothèque, que plus ça allait, plus je voyais le mot networking revenir. Et que, visiblement, les Américains, ils font pas de business sans faire du networking. Donc, ça m'a permis d'apprendre de ce que c'était, puisqu'à l'époque, c'est vrai qu'en France, on n'en parlait pas. Et que, à un moment donné, je me suis inscrite à une soirée networking pour aller voir un peu ce que ça donnait. Et mon souvenir de ma toute première soirée, alors, trouver un événement en ligne, c'était simple. Aller sur place, c'était simple aussi. Sauf que je me suis retrouvée dans un bar où il y avait plus d'une centaine de personnes et un brouhaha pas possible. Et que je suis restée moins de 2 minutes. Parce que ça m'a tellement effrayée. Et en plus, alors tout le monde est toujours surpris quand je dis ça, mais je suis quelqu'un de très timide. Et que je ne me voyais pas... On dirait pas. Voilà, je sais, ça surprend toujours. Mais après, on dit comment on peut être timide et la reine du networking, the connection queen. Mais si, ça va. Il y a une explication en fait, c'est que justement, comme je me suis dit, je vais jamais pouvoir aborder les gens, c'est pas possible. Et en plus, avec le bruit qu'il y a, si on me parle, je vais pas entendre. Mon anglais est vraiment basique, donc je vais jamais m'en sortir. Donc j'ai fait le tour du bar et je me suis dit, il n'y a aucune possibilité que je m'en sorte, donc je suis repartie aussitôt. Mais bon, pour autant, je suis pas quelqu'un qui abandonne au premier essai, donc je suis retournée à ma bibliothèque, je continuais, je revoyais cette expression de networking qui revenait en permanence. Donc à un moment donné, je me suis dit, faut réessayer. Donc j'y suis retournée à un autre événement, avec la même chose, toujours dans un bar avec beaucoup de personnes, sauf que là, je me suis imposée, en fait, de me dire, je vais pas repartir tant que j'ai pas minimum parlé à 2 personnes. Et alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans un coin et j'attendais que les gens viennent à moi. C'est-à-dire que moi, j'allais pas vers les gens en disant, je m'appelle Biba et je fais telle et telle chose, mais j'attendais que les gens viennent à moi. Donc ça, c'était plus facile au niveau de l'approche. Et puis après j'ai continué comme ça et puis je me suis donné des objectifs de minimum parler à 4 personnes, minimum parler à 6 personnes et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, je me suis aperçue que j'aimais le concept, que j'aimais pas nécessairement le concept de dans un bar où il y avait beaucoup de monde, où c'est bruyant, parce que je voyais pas bien comment on pouvait trouver des contacts dans ces conditions-là, bien qu'ils le font en permanence. Mais je me suis dit, j'aime le concept. Et comme il fallait une idée pour monter une société pour obtenir un visa, donc j'ai décidé de démarrer mes événements de networking, mais avec des soirées où il y avait moins de monde, parce que j'acceptais maximum 25 personnes. Et très rapidement, j'ai commencé dans des bars parce que j'avais pas l'argent au démarrage pour investir dans des salles et pour louer des salles.
Mais j'ai eu la chance effectivement que rapidement, en moins de 3 mois, j'ai des banques, des assurances et autres qui sont venus vers moi pour me proposer d'organiser mes événements dans leurs locaux et dans leurs salles de conférence. Donc j'avais 25 personnes et la raison pour laquelle je l'ai fait aussi, c'est parce que ça réglait mon problème de timidité. C'est-à-dire que comme moi, je n'aime pas aller vers les gens parce que par timidité, j'aime pas aller me présenter ou quoi que ce soit. Là, je me suis dit, si c'est moi qui organise les événements, obligatoirement, c'est les gens qui viennent à moi. Oui, c'est génial. Donc, je réglais un problème comme ça. Et la deuxième chose, c'est que je réglais mon problème d'anglais qui était basique, où j'avais du mal à comprendre, parce que là, pour le coup, il y avait plus que 25 personnes, il n'y en avait pas 100, donc il y avait moins de bruit. Et j'accueillais les gens quand ils arrivaient. Donc, ça veut dire que c'est eux qui m'expliquaient un petit peu ce qu'ils faisaient. Après, donc, tout le monde était autour de la table. Chacun avait 1 ou 2 minutes pour se présenter. Et que ça me permettait ainsi de connaître plus facilement des gens, que les gens viennent à moi pour me demander si j'avais des contacts, si je connaissais telle ou telle personne, ou si je connaissais, je sais pas, quelqu'un qui cherchait un agent immobilier, ou peu importe. Donc les gens venaient me demander si je connaissais si j'avais telle ou telle connexion. Et que du coup, je me suis vraiment impliquée à mettre les gens en relation. Et c'est pour ça qu'en 1 an et demi, les Américains ont commencé à me donner ce surnom de The Connection Queen, parce que non seulement effectivement mes événements tournaient bien, donc on voyait mes événements partout, on voyait mon logo partout. L'avantage de s'appeler Biba, c'est qu'on n'est pas 50, en tout cas à New York, pas d'autres. Donc quand quelqu'un parlait de Biba, on savait tout de suite qu'on parlait de moi. Et que j'avais aussi cette réputation de mettre les gens en relation. Et que c'est pour ça que mes événements fonctionnaient bien en fait. Donc c'est comme ça que j'ai démarré aux États-Unis. Donc j'ai soigné mon problème de timidité et en plus ça m'a permis de pratiquer plus mon anglais parce que là du coup j'étais dans un environnement américain uniquement, donc ça m'a aidé. Et puis de pouvoir comprendre les gens et puis surtout de me faire connaître rapidement. Et je trouve ça assez admirable parce que, en fait, finalement, vous avez réussi à faire d'une contrainte une opportunité et en se disant, bon ben voilà, je pars, j'ai mes faiblesses, mes forces, je vais me servir quelque part de mes faiblesses de mes faiblesses pour les transformer en force. Et je trouve ça quand même assez hallucinant et super courageux. Même déjà, il fallait du courage pour aller aux États-Unis déjà, à la base. Donc ça, le courage, en tout cas, c'est quelque chose qui vous manque pas a priori. Non, parce qu'en plus c'est vrai que c'est un peu c'est dans ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai fait plein de choses comme en France quand j'ai démarré mon activité en 98. Bon, j'ai quitté mon emploi un vendredi soir pour démarrer l'activité le lundi matin et j'avais pas de clients, j'avais pas d'économie, je savais pas ce que c'était que d'être secrétaire, mais bon, je savais que c'était possible, que j'avais la motivation. Je savais pas si c'était possible, mais je savais que j'avais la motivation pour démarrer. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie où même quand ça fonctionne bien, j'hésite pas de redémarrer à zéro pour quelque chose d'autre. Parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un je m'ennuie très vite. Donc, j'ai besoin de changement. Il faut que ça bouge parce que sinon, c'est trop. Donc, il me faut des nouvelles opportunités. Donc, et j'hésite pas de redémarrer à zéro s'il faut redémarrer à zéro. Donc, par exemple, ma société en France, c'était les marketing. Bon, je l'ai démarré de zéro. Au bout de 2 ans, ça fonctionnait effectivement bien. Mais quand je suis venue aux États-Unis, je redémarrais de zéro parce que c'est une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle façon de travailler. Donc ça m'a pas fait peur. Et puis quand je suis moi effectivement toute ma vie c'était plutôt New York et rien d'autre. Et puis il y a 6 ans en fait je suis venue à Miami pour rencontrer une amie pour un week-end pour 3 jours. Et à la fin des 3 jours donc elle m'a demandé qu'est-ce que tu penses de Miami et j'ai répondu je déménage avant la fin de l'année. Donc c'était en mars et au 1er août, oui c'est ça, au 1er août je déménageais. Impulsive quand même. Absolument, parce que c'est pareil, ça faisait 5 ans que je faisais des événements à New York, que je pensais que j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, que j'avais besoin d'autre chose. Puis en plus, Miami, il y a le climat, donc quand je suis venue la première fois, il neigeait à New York, il faisait -3 ou -5 et ici il faisait 25. Donc je me suis dit rien que pour le climat déjà ça c'est sympathique. Donc en 4 mois voilà, donc je suis revenue. C'est-à-dire que je suis impulsive mais quand même j'assure mes arrières. C'est-à-dire que je suis revenue à Miami en mai. Donc c'était en mars, je suis revenue en mai pendant 15 jours pour voir un peu plus, découvrir un peu plus la ville parce que j'avais prévu aussi d'acheter un appartement donc il fallait que je visite des appartements, de voir si financièrement c'était possible, quelles étaient les conditions. Donc je pars complètement à l'aventure. Oui, il y a quand même toujours la même stratégie de d'abord regarder, tâter le terrain, venir à plusieurs reprises pour prendre justement des connexions, sentir le terrain et ensuite se lancer quoi. Donc c'est quand même pas à l'aveuglette tout de même complètement. C'est pas totalement à l'aveuglette. Donc ça c'est un élément qui est important je pense dans ce que vous dites. Oui, absolument, c'est stratégique.
Et du coup, qu'est-ce qui a amené au mastermind? Parce que là, on a vu effectivement les soirées réseau, mais le mastermind, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qui a amené au mastermind finalement? Alors, le mastermind, c'est parce que c'est pareil. C'est quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que, alors, je sais pas si ça existait en France à l'époque, mais on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on n'en parle encore pas beaucoup en France. Mais donc en fait, à force de faire mes événements, donc j'ai rencontré d'abord beaucoup de coachs et je voyais que beaucoup de gens me disaient toujours, bah, je vais vous coacher, je vais vous coacher. Et je comprenais pas bien pourquoi, puisque c'est pareil en France. À l'époque, on parlait pas de coach comme on en parle aujourd'hui. Et je disais à tout le monde, mais moi j'ai monté ma société en France, je l'ai démarrée toute seule, je me suis lancée toute seule, j'ai eu besoin de personne, donc je dois pouvoir refaire la même chose ici. Et puis, donc pendant un certain temps, j'ai été assez réfractaire au coach. Et par contre, à un moment donné, je me suis aperçue que des personnes qui étaient au même niveau que moi avançaient plus vite que moi. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'elles ont de plus? Parce que j'ai pas le sentiment d'être plus stupide ou de pas faire les choses comme il faut. Donc, je fais du marketing, je fais ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de plus? Et à force de discuter avec des gens, effectivement, donc elles m'ont parlé qu'elles travaillaient avec des coachs et qu'elles faisaient partie de groupes mastermind. Et que donc un groupe mastermind, l'intérêt, c'est qu'on allait rejoindre un groupe d'autres entrepreneurs et qu'on pouvait échanger ensemble. Et autant le côté coaching, j'ai eu du mal au démarrage un peu à comprendre en quoi ça allait m'aider, autant le fait de me dire d'être avec un groupe d'autres personnes avec qui je vais pouvoir poser des questions quand j'ai des problèmes, surtout que là je redémarrais complètement à zéro. Donc me dire comment je vais avoir des gens qui vont me soutenir, qui vont m'aider, alors qu'en France c'est sûr que j'avais tout démarré toute seule. Donc quand on a des questions, quand on a des problèmes, on n'a personne vers qui se tourner. La famille, les amis, c'est pas les bonnes personnes parce qu'elles n'ont pas les mêmes problèmes et les mêmes challenges qu'on peut avoir, surtout si c'est des gens qui n'ont jamais monté des sociétés. Donc là, je me suis dit, je vais avoir un entourage avec qui je vais pouvoir parler, avec qui je vais pouvoir profiter de leur expérience également, de pouvoir échanger, de donner mon avis parce que j'ai une expérience aussi, donc qui peut aider d'autres personnes. Et c'est là que j'ai commencé à rejoindre des groupes de mastermind et m'apercevoir que enfin, je pouvais souffler parce que j'avais pas tout à faire tout toute seule, j'avais pas à me poser toutes les questions sans jamais avoir de réponse, et que surtout, j'avais des gens qui me soutenaient. Si ça allait pas bien dans des coups parce que quand on démarre une activité, il y a des moments de doute, il y a des moments où on se dit, ça marche pas, je vais arrêter. Bien sûr. Mais de voir que j'avais des gens qui me soutenaient en disant, mais non, faut continuer, il faut faire telle chose, que ça m'aidait énormément. Donc c'est comme ça que j'ai appris effectivement ce qu'étaient les masterminds et qu'à partir de là, j'ai pratiquement toujours fait partie de mastermind depuis que je suis aux États-Unis. Pas toujours au même niveau parce qu'il y a différents types de mastermind. Alors j'ai des différentes expériences, par exemple dans des masterminds où effectivement c'est gratuit. Mais je me suis aussi aperçue que quand c'est gratuit, il n'y a pas la même motivation des gens. Il n'y a pas le même engagement, ouais. Absolument. Non seulement il n'y a pas l'engagement financier, mais il n'y a pas l'engagement personnel et la même motivation. Donc c'est bien, on est à plusieurs, mais ça porte pas nécessairement. C'est-à-dire que si on est juste là pour discuter pendant 1 heure et que ça n'apporte rien, c'est pas au même niveau en fait. Mais bon, c'était intéressant d'être avec des gens parce que j'étais pas toute seule. Et puis après, et pareil, au début, j'avais pas énormément d'argent à investir, donc la première fois que j'ai payé pour un mastermind, c'était $1000 pour 3 mois, qui me paraissait énorme à l'époque. Donc j'avais un peu la crainte de le faire en me disant, mais bon, $1000, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que je le fais? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose à mon business? Et puis bon, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que en plus le fait que ce soit un autre pays, une autre culture, une autre langue, et une autre façon de travailler, je me suis dit le mieux pour avancer, c'est d'entourer d'Américains. Donc et puis bon, ça améliorait mon anglais en même temps. Et puis je me suis aperçue effectivement dans ce premier mastermind où j'ai payé que ils m'ont donné non seulement énormément d'idées, mais que là où moi parfois j'avais des choses que je voulais faire où j'avais un peu l'impression de tourner en rond, il y a des choses où ils m'ont dit d'abandonner, il y a des choses où ils m'ont conseillé de me développer de telle ou telle façon. Et que je raconte toujours cette histoire effectivement que quand j'ai démarré, parce que j'ai démarré mes soirées networking, mais effectivement après très très vite, j'ai démarré une deuxième activité qui s'appelle donc My French Network, qui est un cabinet de consulting pour les francophones qui viennent installer leur société aux États-Unis. Parce que j'avais eu tellement de problèmes à trouver l'information, monter la société, savoir comment j'obtenais mon visa, que quand j'ai organisé mes soirées, à un moment donné, ça a fini par se savoir que j'étais française et d'autres Français venaient me rencontrer pour me demander justement comment j'avais fait. Donc je me suis dit, il y a une demande, si tout le monde a les mêmes problèmes que moi pour trouver l'information, donc il y a peut-être quelque chose. Et quand j'ai monté cette activité-là, je ne connaissais personne qui faisait la même chose, qui regroupait l'ensemble des services, donc je ne pouvais pas comparer par rapport aux tarifs ou ainsi de suite.
et j'avais mis mes tarifs à 99 $ pour informer les gens sur comment il fallait faire. Et quand je suis rentrée dans ce mastermind et que je leur ai expliqué donc ce que je faisais, que donc notamment je vendais ce service à 99 $, tout le monde m'a dit que j'étais folle parce que c'était beaucoup trop bas par rapport aux informations que je donnais, que si moi je leur amenais tout sur un plateau et qu'il m'avait fallu plusieurs années pour trouver l'information, je pouvais pas la vendre si peu cher. Et donc ils m'ont conseillé de mettre le tarif à 1000 $. 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. Et je me suis dit, à 99 $, j'ai déjà bien du mal à trouver des clients, mais je vais jamais trouver de clients à 1000 $. C'est pas possible. Qui est-ce qui va, comme beaucoup de gens, effectivement, j'ai beaucoup de clients qui me disent la même chose. Mais je suis pas expert, je suis pas spécialisé. Qui va me payer pour telle et telle chose? Et ben, je me suis dit la même chose au tout début, effectivement. Et puis, je me suis dit, mais ils sont complètement fous, mais ils ont l'expérience, ils savent mieux que moi. Donc, si j'investis 1000 $ pour avoir des conseils, il vaut mieux que je suive leurs conseils, en fait. Donc, j'ai effectivement changé mon tarif à 1000 $, et étonnamment, très rapidement, j'ai commencé à avoir des clients, et rapidement, j'avais beaucoup plus de clients que lorsque j'étais à 99 $. Ah, ça arrive souvent, ça. Et ça arrive en permanence, et je le teste encore aujourd'hui. Alors, je dis toujours à mes clients que j'augmente mes tarifs tous les 2-3 mois, et que, en général, c'est au moment où j'augmente, d'un seul coup, il y a 4-5 nouveaux clients qui arrivent, et que plus on augmente, plus on a de clients. Alors c'est vrai qu'au démarrage on a peur de ça parce qu'on se dit c'est pas possible, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi, mais je l'ai vu avec d'autres personnes qui le faisaient, ou à une époque aussi je me demandais comment c'était possible qu'ils pouvaient vendre des services, surtout qu'aux États-Unis les services de coaching c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France parce que ça commence à 10 000 $ mais ça peut finir à 100 000 voire un peu plus. Il y a même des coachings à $1 million ou ce genre de choses, donc ça on connaît pas en France, on n'en est pas encore là. Et je me disais, quand j'ai une de mes coachs, par exemple, qui, je sais plus il y a combien de temps, mais qui un jour a lancé un programme à 100 000 $, elle avait déjà un programme à 20 000, du jour au lendemain, elle en a passé un à 100 000, je me suis dit, mais jamais elle va avoir de clients. Et elle a eu 20 clientes en 3 jours. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'explique pas, mais plus on augmente ses tarifs, plus on a notre positionnement est différent. Alors évidemment, il faut que le service soit de qualité, ça c'est sûr. Mais plus le positionnement est différent, plus les gens ont envie de travailler avec vous, plus de toute façon, si vous êtes à ce tarif-là, c'est qu'a priori vous faites un bon boulot, donc vous avez aussi des témoignages clients, et que les gens veulent travailler avec vous, et que moi je dis toujours à mes clients, derrière, le prix n'a pas d'importance. Les gens viennent pour l'expérience, pour travailler avec vous, surtout pour tout ce qui est coach ou ce genre de choses, ce genre d'activité. Les gens viennent pour travailler avec vous pour l'expérience. C'est un peu comme si la différence entre une 2 chevaux ou une Mercedes, ou si on achète un Cartier, ou si on achète un sac Louis Vuitton, ce genre de choses, les gens veulent l'expérience. Donc ils sont prêts à mettre le prix. Donc effectivement, donc ce groupe-là, je les ai écoutés, donc j'ai passé mes tarifs à 1000 $. Au fur et à mesure, j'ai continué d'écouter les conseils qu'on me donnait, donc j'ai ajouté d'autres services, et ces services-là, aujourd'hui, je les vends 11 000 $. Et j'ai plus de clients, toujours pareil, que quand j'étais à 1000 ou quand j'étais à 99 $. C'est quoi comme type de service, par exemple? Alors justement, là, c'est pour les Français qui s'installent, enfin les francophones qui s'installent. Donc, c'est-à-dire qu'on coordonne l'intégralité des prestations, c'est-à-dire qu'on leur crée la société, on ouvre le compte bancaire, on fait le business plan, on leur donne tous les conseils pour le développement et également l'obtention du visa. Ah ouais, c'est hyper jusqu'au boutiste. Et à 11 000 $, en fait, j'ai une garantie d'avoir tout ça. Alors, on ne peut jamais avoir la garantie d'avoir un visa, parce que même avec l'avocat d'immigration, c'est pas nous qui décidons, c'est l'immigration. Jusque sur les 10 dernières années, on a eu la chance qu'on était quasiment à 99% de réussite, parce qu'il y avait des clients on avait 2 clients qui n'avaient pas eu leur visa, mais pas dû au projet qu'ils avaient, mais parce qu'ils avaient d'autres problèmes. Il y en avait un qui avait un procès sur place, donc l'immigration a dit vous réglez votre procès d'abord et on verra votre visa ensuite. Une autre personne qui avait autre chose. Mais en 10 ans, pratiquement, on a obtenu quasiment tous les visas. Et là, depuis 1 an, les choses se compliquent énormément. Parce que vu la situation en France, il y a beaucoup plus de gens qui veulent venir, qui partent de la France et qui vont à l'étranger. Et que de ce fait-là, les demandes se sont multipliées énormément à l'immigration américaine à Paris. Et que là, l'immigration américaine est en train de resserrer absolument tout. Donc ça devient un peu plus compliqué. Donc ça complique votre travail. Ça complique énormément. Et là, par exemple, sur cet été, on a eu 2 personnes, donc ça n'a pas été un non. Mais l'immigration leur dit on veut voir plus d'investissement, revenez nous voir plus tard. Revenez nous voir quand vous aurez l'investissement, revenez nous voir dans 3 mois, dans 6 mois, quand vous aurez développé. Donc ça devient plus compliqué effectivement d'obtenir des visas aujourd'hui que ça pouvait l'être quand moi j'ai démarré en tout cas.
Mais, mais l'intérêt, c'est que on propose ce qu'on appelle un one-stop shop, c'est-à-dire que non seulement quand les gens me trouvent, quand les gens arrivent sur mon site My French Network, ils font appel à moi, mais ils ont l'intégralité du réseau. Et si j'ai monté cette société-là, c'est pareil, c'est toujours par rapport au networking, c'est que quand j'ai eu de plus en plus de demandes des Français, j'ai contacté les gens qui étaient dans mon réseau, puisque j'étais déjà un peu établie au niveau de mes soirées networking, et j'ai contacté donc des banquiers, des experts comptables, des avocats, toutes les personnes dont j'avais besoin pour monter ce service-là, et que je leur ai dit voilà, je suis en train de voir la lumière dans mon visage, pardon, et que je leur disais que il y avait quelque chose à faire. Donc est-ce qu'ils étaient intéressés de travailler avec moi? Et comme ils connaissaient déjà mes soirées, comme ils connaissaient déjà ma réputation, tout le monde m'a dit oui. Donc une fois de plus, le networking, c'est ce qui m'a permis moi aux États-Unis de tout démarrer, parce que sinon j'aurais peut-être pas eu ces prestataires-là. Et l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, je coordonne l'intégralité des services et que les gens viennent vers moi. Eux s'occupent du développement de leur activité et nous, avec les prestataires, on s'occupe de toutes les démarches et parties administratives. Alors du coup, là, ce que je retiens là, de notre interview, de votre histoire, encore merci beaucoup de l'avoir partagé parce que je pense que ça inspirera pas mal de personnes qui nous suivent. C'est que évidemment le networking est extrêmement important et est essentiel. Donc créer des relations, créer des connexions. Voilà, donc Biba même est surnommée par les Américains The Connection Queen. Donc c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment essentiel pour vous. Mais alors, si demain, en fait, je veux monter, puisque c'était le mastermind, l'idée de l'interview surtout, si demain je veux monter un mastermind, comment est-ce que je dois m'y prendre? Alors, si on veut monter un mastermind, en tout cas sur la façon de ce qu'on appelle un mastermind aux États-Unis, parce que je sais qu'en France, les gens commencent à appeler mastermind, mais n'ont pas la même structure, c'est que un mastermind, c'est vraiment quelque chose qui est structuré. C'est pas on se retrouve à 4-5 et éventuellement on va discuter sur des différentes choses. Il faut que ce soit structuré. Donc par exemple, la façon dont j'organise mon mastermind, qui est sur le modèle des différents masterminds que moi auxquels j'appartiens aux États-Unis, c'est déjà géré par un coach. Il faut qu'on ait quelqu'un qui nous donne l'information qu'on n'a pas déjà. Donc c'est géré par un coach. Et moi, par exemple, mon mastermind, mes clients, donc parce que j'ai 2 formules, j'ai 6 mois ou 12 mois. Donc la formule 6 mois, c'est ils ont 1 heure de coaching individuel avec moi. Et à part ça, dans le mois, on a également 2 heures de session marketing, c'est-à-dire que là, le groupe se retrouve et on fait tout par Skype. Le groupe se retrouve et en général, je demande au groupe quel est le thème qu'ils souhaitent aborder, s'il y a un thème particulier dont ils ont besoin. Et c'est pour ça que j'aime garder que le groupe soit petit parce que c'est plus facile à gérer et ça permet de demander à chacun un petit peu ce qu'il souhaite pour les aider plus facilement. Et donc on aborde des sujets différents. Donc par exemple, depuis avril où j'ai démarré le mastermind sur le marché francophone, on a eu la gestion du temps, on a eu les réseaux sociaux bien sûr, on a eu là demain, on a une autre session, on parle des webinaires, comment on utilise les webinaires pour développer son activité. On a parlé du branding, comment on développe son branding, comment on le fait, on a parlé des vidéos, donc voilà. Donc chaque mois on a un thème différent et on a 2 heures de session ou en plus, donc chaque membre peut poser ses propres questions. On a également 2 heures de session brainstorming, où là, en fait, chacun a 15 minutes pour exprimer ce qu'il souhaite. C'est-à-dire, soit il a un projet et il va en parler aux autres pour leur demander ce qu'ils en pensent. Est-ce que quelqu'un qui aurait mis en place ces nouvelles formules ou ces nouveaux packages, donc est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que le texte est suffisamment clair? Donc avoir l'avis des autres. Mais ça peut également être un problème, quelque chose qui n'arrive pas, qui fonctionne pas, et de demander l'avis des autres. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, l'intérêt d'un mastermind, c'est d'échanger les expériences. Donc tout le monde n'est pas nécessairement au même niveau, mais tout le monde a une expérience. Donc chacun amène son expérience. Et là aussi où c'est intéressant, c'est de se rendre compte que quand on est tout seul dans son business, ou surtout quand on est en ligne, on est derrière son ordinateur, on a l'impression qu'on est le seul à avoir tel problème. Et quand on retrouve un groupe, là on se rend compte que finalement les autres ont eu les mêmes problèmes. Donc plutôt que de passer des mois ou des années à régler le problème, on se sert de l'expérience des autres. Ils ont fait telle et telle chose pour régler le problème, voilà, maintenant je sais comment je vais pouvoir régler mon problème, je vais pouvoir adapter ce qu'ils ont fait à mon business. Donc ça permet de toujours échanger et d'avoir 10, 20 personnes qui vous donnent leur avis. Donc c'est en ça que la session brainstorming est intéressante. Et en plus dans mon groupe, les gens se retrouvent donc là eux-mêmes tous les lundis matins, donc à 7 heures du matin pour bien démarrer la semaine. Et même si beaucoup de gens me disent au début c'est un peu tôt 7 heures le matin, c'est les membres qui ont sélectionné 7 heures le matin.
Et ils se retrouvent tous ensemble je leur demande d'annoncer 3 de leurs objectifs pour la semaine et un objectif loisir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on a un business, en général, on a tellement la tête dans le guidon qu'on regarde rien d'autre et on peut y être des heures et des heures et on fait rien d'autre. Mais plus on a une balance dans sa vie et plus le business va fonctionner. Donc il faut pas s'oublier soi, faut pas oublier son propre plaisir, faut pas oublier surtout si en plus on a une famille ou des enfants, il faut pas que le business prenne sur la vie de famille. Donc il faut toujours penser à avoir un loisir pour se développer à titre personnel et plus on se développe à titre personnel, plus on va développer le business. Donc le but également, c'est que quand on est tout seul, on se dit voilà, cette semaine, je vais faire telle et telle chose. C'est très facile de se dire bon, j'ai pas le temps, je le ferai demain, et qu'on sait que le demain n'arrive jamais, et en général, on est à la fin de la semaine, on n'a pas fait son objectif, on arrive à la fin du mois, et ce qu'on avait prévu n'est toujours pas fait. Là, le fait non seulement de l'annoncer aux autres, et en plus de l'écrire dans le groupe Facebook, ça permet quelque part de se sentir redevable par rapport aux autres. Alors c'est sûr qu'on doit rien aux autres. Pour autant, le fait de l'annoncer aux autres, le lundi suivant, ils vont venir annoncer est-ce qu'ils ont fait leurs objectifs ou pas. S'ils les ont pas fait, pourquoi et est-ce qu'il y a quelque chose qui a bloqué, est-ce qu'ils ont eu un problème. Donc là, ça permet d'en parler et d'échanger avec les autres. Et puis, ça permet aussi que si on voit qu'on fait jamais ses objectifs et à un moment donné de se dire les autres avancent, eux ils font leurs objectifs et du coup leur business, leur entreprise se développe. Moi, je fais jamais mes objectifs et j'avance pas. À un moment donné, on se dit peut-être qu'il faut que je me bouge. Donc, c'est pour ça qu'un mastermind, on appelle ça aussi un booster, parce que ça oblige à se bouger, à se booster, et que ça permet d'avoir plus confiance en soi, parce que de se rendre compte que on a tous les mêmes problèmes, qu'on passe tous par des phases où ça va bien, où ça va pas bien, et ce genre de choses, et que de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui ont la même expérience et les mêmes problèmes, ça facilite également les choses, parce que quand ça va mal, on peut pas se tourner une fois de plus vers la famille, ou les amis qui vont pas nécessairement comprendre quels sont nos problèmes, qui vont pas pouvoir nous aider non plus, parce que puisqu'ils comprennent pas ce qui se passe, ils peuvent pas nous aider. Mais là, on est dans un environnement sain où on sait qu'on peut tout dire. Moi, je dis toujours à mes membres, n'hésitez pas à être vulnérable dans le mastermind, parce que ce qui se passe dans le mastermind reste dans le mastermind. C'est-à-dire que chacun ne va pas aller raconter à droite à gauche sur ce qui s'y passe. Et donc, vous êtes dans un environnement sain où, pour une fois, vous pouvez tout dire. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est l'endroit pour le dire. Parce que vous n'allez pas aller vers vos prospects ou vers vos clients pour dire j'ai un problème dans mon business. Là, vous êtes tous à égalité. Donc, s'il y a un problème, il vaut mieux l'annoncer parce que comme ça, vous avez l'aide de moi-même mais également du groupe pour voir comment vous allez pouvoir régler votre problème. Donc, il faut quand même un leader et quelqu'un qui coach le mastermind, obligatoirement. Si on veut que ça fonctionne, oui. Donc du coup, si demain en fait nos lecteurs en fait ont envie de monter leur propre mastermind, il faut qu'ils se définissent comme leaders du coup, c'est ça l'idée? Alors qu'ils se définissent, il faut déjà qu'ils aient eux-mêmes une certaine expérience et une certaine réussite, parce que sinon comment on peut aider les autres si on ne sait pas. Alors beaucoup de gens effectivement démarrent des groupes parce qu'ils sont à plusieurs en se disant on est plusieurs entrepreneurs, parce que depuis que j'ai démarré le mastermind, j'ai des gens qui me disent oui mais moi je fais partie de tel groupe et je fais partie de tel groupe, mais ça n'avance pas, ou au bout de 3 mois il se passe plus rien. Parce que justement il n'y a pas cette structure et que si c'est simplement, et j'ai essayé, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai participé à des masterminds où je ne payais pas, où il n'y avait pas de leader, où on essayait de s'entraider entre nous et je me suis aperçu que ça fonctionnait pas de la même façon. Quand je suis arrivée à Miami, j'ai d'abord participé à un mastermind structuré, ensuite j'ai essayé d'en monter un avec des gens que je connaissais donc gratuitement, juste pour se dire on est là, on s'entraide. Et bon, on m'avait déconseillé de le faire, mais bon, j'ai compris rapidement pourquoi. Parce que là aussi, il n'y a pas la même motivation, il n'y a pas le même engagement et ça fonctionne pas pareil. Et ça, à chaque fois que quelqu'un a essayé de faire un groupe où il n'y avait pas vraiment de leader et pas vraiment de structure, c'est ça qui est important, qu'il y ait une structure, ça fonctionne pas de la même façon. Donc on peut monter un groupe, mais il faut vraiment que les gens, si les gens ne payent pas et s'investissent pas financièrement, il faut vraiment que ce soit des gens qui soient très très motivés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une personne qui encadre, donc leader ou coach ou peu importe, mais il faut vraiment quelqu'un qui encadre, qui va porter le groupe en fait quelque part, pour s'assurer que tout tourne correctement. Et que l'intérêt aussi, c'est que quand les gens investissent, et moi j'investis entre 15 et 20 000 dollars par an pour faire partie de groupe, c'est que on se sent plus redevable par rapport au groupe,
Et puis, si on investit des sommes d'argent importantes, on veut récupérer son retour sur investissement. Donc, du coup, soi-même, on s'investit plus. C'est-à-dire que quand on n'investit pas, c'est un peu quand on est tout seul. On se dit, c'est pas grave, je sais pas mes objectifs, mais bon, on verra plus tard. On n'a pas cette force qui nous pousse de se dire, maintenant, il faut y aller, il faut rentabiliser. Donc, c'est vrai que ce soit ici aux États-Unis, je l'ai vécu de nombreuses fois. Si c'est pas structuré correctement, à un moment donné, ça finit par tomber. D'accord, donc ça c'est votre expérience personnelle et c'est vrai que voilà. Quel conseil on pourrait donner justement alors du coup à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le mastermind parce que bon là vous en proposez un mastermind mais j'imagine que ça va aller grandissant voyant l'efficacité quand même du système. Je pense que le networking les Français ont à peu près compris que c'était quand même relativement utile. Le mastermind c'est quand même aussi en tout cas en ce qui me concerne je pense quelque chose d'assez essentiel donc moi effectivement j'avais pas du tout cette vision-là et mes masterminds justement sont plus gérés. En fait, on les fait une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Elles sont gérées souvent par l'autre, on va dire, qui donne la structure et qui aide. Ceci dit, ce que vous me dites, c'est quand même assez intéressant. Et même moi, vis-à-vis de mon mastermind, ça va me faire réfléchir à pas mal de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, les structures peuvent être différentes. Maintenant, si vous voulez que ce soit efficace, il faut vraiment que les gens soient ensemble le plus souvent possible. Donc c'est vrai que souvent, donc si vous le faites une fois par mois, mais qu'il y a d'autres échanges qui se font entre temps, parce que le but c'est pas de se dire on se voit pendant 1 heure ou 2 heures par mois et après il se passe rien. Il faut vraiment que le groupe soit soudé, qu'il y ait des échanges entre vous. Donc même si vous vous voyez en personne une fois par mois, ça n'empêche que vous pouvez faire une fois par semaine ou quelque chose comme ça, ou tous les 15 jours par Skype, là, parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de se voir en personne. Moi j'ai des membres dans mon groupe. Au début, j'avais une personne de l'île Maurice. Là, j'ai 2 personnes de la Réunion. J'ai une personne en Belgique. Donc, moi, je suis aux États-Unis. J'ai une cliente qui fait partie. Notre ami Romy. Pardon. Romy. Notre ami Romy. Je disais. Romy, oui, qui en plus est venue à mon séminaire de Miami. Donc, qu'est-ce que c'est que de s'investir dans son business pour le faire développer. Donc voilà, donc il faut des gens qui soient motivés déjà, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que même avec la structure que j'ai moi où ils se retrouvent toutes les semaines et en plus on se retrouve 2 fois par mois, en plus avec moi et le groupe, il n'empêche que même entre eux, de temps en temps, ils se disent il y a un sujet dont ils veulent parler. Tout le monde n'est pas nécessairement intéressé par le sujet, ou ils veulent faire une session de brainstorming pour une personne. Des fois ils se retrouvent à 2, 3 sur Skype pour parler d'un autre sujet et ils le font très régulièrement. Donc il faut vraiment qu'il y ait un engagement, je trouve pas le mot, mais une solidarité entre les groupes et pas de se dire on se voit une fois par mois et ça suffit. Parce que si on se voit une fois par mois puis chacun repart de son côté, il n'y a pas suffisamment la motivation de se pousser justement pour faire ses objectifs. Donc c'est important que les gens se retrouvent de façon régulière, mais ça peut être en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans le groupe, ça peut être. Moi j'ai eu des networks, des masterminds ici aux États-Unis où c'était 15 minutes le lundi matin. Juste, voilà, on annonce ses objectifs, on se booste, on se rend responsable par rapport aux autres, et puis ça permet de bien démarrer la semaine, mais de toujours savoir que les autres sont là, et que toujours, pareil, si on a une question, les autres sont là aussi. D'accord, donc il y a une facilité de contact entre les membres qui est importante. Il faut que les gens soient investis, mais au-delà des horaires de rendez-vous du mastermind, vraiment au quotidien, qu'on puisse compter les uns sur les autres. Oui. L'idée, c'est de se sentir moins seul, quoi. Absolument. Et comme je dis toujours, le mastermind, en fait, c'est pas le succès de l'un, c'est que chacun fasse le succès des autres. Et donc, il faut vraiment des gens qui. C'est pour ça que j'ai dit que dans mon mastermind, moi, je me donne le droit aussi, si des gens rentrent, parce que je fais éventuellement des sélections, mais je me donne également le droit de retirer des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement, qui sont pas là pour échanger, qui sont pas là pour partager, mais qui sont là juste pour prendre. Donc ils viennent au meeting, mais juste moi j'annonce mes objectifs et après je m'en vais, qui sont pas vraiment présents aux sessions marketing et qui sont toujours là pour demander aux autres en permanence, mais qui ne donnent rien en échange. Et ça, ça c'est pas le but. Moi c'est pas des gens ces gens-là ne m'intéressent pas, donc ces gens-là ne restent pas dans le mastermind. Oui, c'est un petit peu comme dans tout groupe ou toute affaire naissante, en fait, c'est la valeur de la chose, c'est ce qu'on y apporte aussi, quoi. Absolument. C'est-à-dire que quand on fait partie d'un mastermind où on investit financièrement, il y a cette partie-là qui est importante, mais il y a l'investissement personnel qui est encore même plus important. Et si on comprend pas qu'on est là pour aider les autres, et pour partager et échanger avec les autres,
c'est pas la peine de faire partie d'un mastermind. Ouais, je suis assez d'accord. Et combien de personnes à peu près dans les masterminds? Ça va de combien à combien? Alors c'est très variable parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui ont des masterminds où ils ont une centaine de personnes. Euh, Wow. Personnellement, moi je suis toujours, c'est comme quand j'organisais mes événements, je suis plutôt petit groupe, donc moi mon mastermind il y a 10-12 personnes, ça dépend des périodes. Je dis moi que le maximum dans un groupe c'est 20 personnes, enfin personnellement, par rapport à mon expérience aussi, moi je me sens à l'aise dans un groupe de 20 personnes maximum. Parce que c'est pareil, quand on est 50 ou quand on est 100, bien sûr, on va pas échanger avec tout le monde de la même façon. Et il faut que ça reste rentable. Hein. Donc des petits. Et le minimum? Alors, moi j'ai fait des groupes avec 4-5 personnes. Et ça peut être suffisant à partir du moment où on donne ce qu'il faut. On est vraiment là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un groupe où on vient juste raconter sa vie et que ça parle, comme on dit en anglais, en chit-chat, plus que de... Il faut vraiment que les conversations, les meetings, ça reste business. On est là pour parler stratégie, on est là pour s'entraîner au niveau du business, donc il ne faut pas juste que ce soit une conversation autour d'un café si on veut que ce soit efficace. Mais moi, j'en ai fait à 4 personnes qui étaient très efficaces aussi. Donc la structure d'un mastermind, je sais que vous l'avez dit, mais si vous pouviez la répéter, donc une structure, donc il y a plusieurs types de mastermind. Il y a le mastermind marketing, le mastermind où on se présente. Combien de types de mastermind il y a selon vous, Alors, de votre expérience? Il y a le mastermind, il y en a un. Après, chacun c'est la personne qui le monte, qui le gère un peu comme il le souhaite. Par exemple, l'année dernière, le mastermind dont je faisais partie, on se retrouvait une fois par mois au téléphone. Et on se retrouvait une fois par trimestre en personne. D'accord. Par contre, celui dont je fais partie cette année, on se retrouve, alors pas celui que j'organise, mais celui dont moi je fais partie, on se retrouve pareil tous les lundis matins au téléphone pour annoncer nos objectifs. On a un rendez-vous avec notre coach une fois par mois pour qui nous annonce, qui nous fait effectivement, qui nous présente une nouvelle stratégie marketing. Et ensuite, on se retrouve 4 fois dans l'année pour 3 jours de séminaire. Après, ça peut être un mastermind qui peut se faire uniquement par téléphone ou par Skype. L'avantage maintenant, effectivement, c'est, bon, au début où j'ai démarré les masterminds, c'était nécessairement ou en personne ou par téléphone. Maintenant, l'avantage de Skype, c'est qu'on peut se trouver partout sur la planète et se voir en vidéo, donc c'est plus sympa également. Ce qu'il faut, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire c'est celui qui l'organise qui décide comment il souhaite l'organiser, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les gens se rencontrent régulièrement et qu'il y ait un véritable échange entre les gens. Donc on peut décider qu'on va se rencontrer une fois par semaine, ou on se rencontre tous les 15 jours, ou on se rencontre une fois par mois, mais ça n'empêche que si c'est une fois par mois, il faut quand même qu'il y ait des échanges entre les gens, en tout cas même si c'est pas l'intégralité du groupe, il faut qu'il y ait des échanges entre les membres. Et certaines personnes dans leur mastermind ont ce qu'on appelle alors j'ai jamais trouvé la traduction en français, mais ce qu'on appelle un accountability partner, c'est-à-dire que les gens décident de travailler par deux. Donc en dehors des meetings, ils vont être à deux à se retrouver, par exemple, pendant une demi-heure par semaine ou ce genre de choses, toujours pour avoir ce fameux échange et pour s'obliger à se booster, s'obliger à faire ses objectifs jusqu'au bout, et qu'on ait toujours quelqu'un qui soit là pour un peu surveiller, entre guillemets, et pas se laisser aller tout seul en disant bon, bah je ferai demain, mais si vous avez quelqu'un qui est là, un partenaire un peu qui est là pour surveiller que vous faites bien vos objectifs, que vous êtes bien dans les délais prévus et ainsi de suite, bah ça va vous obliger à vous booster. Ouais, c'est super intéressant. En France, on a un système comme ça qui s'appelle le BNI. Je sais pas si aux États-Unis, parce que je crois que c'est américain le système. Absolument. Aux États-Unis. Est-ce que ça ça peut s'apparenter à un mastermind? Non, ça c'est pas un mastermind. BNI, c'est effectivement un organisme de networking. Ça a été créé par Ivan Misner il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est le plus grand groupe a priori international puisqu'ils sont présents dans 40 pays différents. Mais là c'est différent, c'est une structure différente. C'est-à-dire que eux se retrouvent une fois par semaine. Donc en général c'est souvent tôt le matin 6h30, 7h. Bon, il y en a certains maintenant qui le font à l'heure du déjeuner ou éventuellement le soir parce que tout le monde n'est pas du matin. Mais à l'origine c'était vraiment tôt le matin. Et le but, là c'est vraiment networking. Le but c'est de venir se présenter, d'expliquer ce qu'on fait, mais en plus l'obligation c'est que chaque personne doit donner des connexions aux autres, doit donner des contacts aux autres. Ce qu'on appelle aux États-Unis des referrals, c'est-à-dire que s'il y a un agent immobilier qui est dans le groupe, on va essayer de lui trouver un client. S'il y en a un qui est avocat, le but c'est de lui amener un client potentiel. Et là en général c'est des groupes qui peuvent... moi j'ai fait partie de quelques groupes BNI aux États-Unis, je crois que c'est 15-20 personnes maximum ou quelque chose comme ça. Et là par contre c'est une seule personne par activité pour qu'il n'y ait pas de concurrence dans le groupe.
Donc il n'y a pas d'agent immobilier, il n'y a pas d'avocat de même spécialité, il n'y a pas peu importe l'activité. Mais oui, c'est là qu'est la nuance. Voilà, le but c'est vraiment de s'échanger des clients potentiels. Donc on vient pas parler de son business, de si on a des problèmes dans son business, si on a des problèmes de stratégie marketing et qu'on n'arrive pas à trouver de clients, ben c'est pas là qu'on va venir le dire. C'est complètement différent. Bon, mais là, du coup, Biba, il va falloir aller plus vite parce qu'il va falloir s'implanter en France rapidement pour expliquer aux gens comment on fait les masterminds. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour devenir client de Biba? Parce que je crois que c'est quand même des clients assez sélectionnés que vous avez, Biba. C'est des lancements qui se font pas toute l'année, c'est vraiment très ponctuel. Voilà, comment on peut faire? Non, alors justement, c'est pas des lancements parce que moi je suis contre tout ce qui est histoire de lancement orchestré. D'ailleurs, ça m'énerve un peu si je peux D'accord. complètement. C'est vrai qu'en France, il y en a tellement et ça devient un peu n'importe quoi à force d'en avoir autant. Et je pense que les gens en ont un petit peu marre aussi. Donc c'est pour ça qu'on voit que les lancements n'ont plus les mêmes résultats que ce qu'ils pouvaient avoir il y a 2-3 ans. Non, en plus un mastermind, moi dans mon mastermind, on peut y rentrer à tout moment. Parce que voilà, mon mastermind, c'est pas vous recevez des modules une fois par semaine. Donc il y a le module 1 et il y a un rythme dans les modules. Sachant que, toujours pareil, la raison pour laquelle je garde des petits groupes, c'est que je veux être présente et être proche du groupe et leur demander ce dont ils ont besoin. Parce que mon but, c'est pas de dire j'ai 300 clients d'un seul coup et je fais beaucoup d'argent. Mon but, c'est j'ai des clients, je les aide à aller jusqu'au bout. Et je les aide à réussir. Donc je préfère avoir, et j'ai toujours eu cette mentalité-là, d'avoir un petit groupe et de les aider et de leur demander vraiment ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est pas moi qui impose les sujets. C'est voilà, vous avez besoin de quoi? Moi, je suis là pour vous aider. Vous me demandez. Donc, quand on fait des sessions individuelles, bien sûr, on parle de ce dont ils ont besoin sur le moment. Mais quand ils sont en groupe, c'est pareil. C'est vous avez besoin de quoi? Et moi, je vous apporte l'information. Donc, c'est-à-dire que les gens, effectivement, dans mon groupe, peuvent y rentrer quand ils le souhaitent. Bon, c'est vrai que j'ai commencé en avril, donc j'avais mis à 6 mois parce que c'était un test un peu que je faisais, parce que je savais pas du tout, comme il y en a quand même très très peu, ou en tout cas structuré de cette façon-là, je connais peu de personnes qui le font en France. J'en ai découvert quelques-unes depuis, mais il y en a effectivement très très peu. Et que... donc je l'avais mis pour 6 mois. C'est vrai qu'aux États-Unis, normalement les masterminds, si on prend avec un coach, c'est minimum, c'est 12 mois. Mais je voulais faire le test. Est-ce que les gens allaient accrocher? Est-ce que ça allait fonctionner? Est-ce que cet esprit de groupe, est-ce que ça allait fonctionner aussi? Est-ce que j'allais retrouver l'expérience que j'avais aux États-Unis? Et c'est vrai que le premier groupe de 6 mois a très très bien fonctionné, mais il y a des gens qui sont arrivés en cours de route. On a eu des gens qui sont arrivés en juin, il y en a d'autres qui sont arrivés en août, d'autres qui sont arrivés en septembre. Là, ça marche. Pardon? Et ça marche quand même. Oui, parce que il y a une telle osmose dans le groupe que dès que quelqu'un arrive, il est tout de suite accueilli. Là, on a 2 nouvelles personnes qui sont arrivées cette semaine. Il y a une nouvelle personne qui arrive là la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est comme c'est un petit groupe, c'est pas comme s'il y avait 100 personnes ou 50 personnes. C'est pour ça que j'aime les petits groupes. Comme il y a des petits groupes, déjà, il y a ceux qui sont là depuis quelques mois, donc ils connaissent un peu mieux le système, qui accueillent correctement les autres. Qui conseille également les autres sur comment gérer le mastermind. Et d'ailleurs, bon, la session du lundi matin, c'est vrai que moi, je n'y participe pas, mais elle est enregistrée. Je l'écoute et systématiquement, ça me permet derrière de savoir s'il y a eu des questions, s'il y a eu des problèmes, et après d'aider les gens dans leur session individuelle ou dans la session marketing pour savoir quels sont les thèmes dont ils ont besoin. Et là, par exemple, une des membres qui a commencé au mois d'avril et qui a renouvelé, à la fin des 6 mois, a renouvelé pour 12 mois. J'ai plusieurs des clients des 6 premiers mois qui ont renouvelé pour 12 mois. Conseiller aux nouveaux qui arrivaient en disant, si je peux vous donner un conseil, c'est effectivement, Biba va vous donner beaucoup d'informations, il se passe beaucoup de choses dans le mastermind, mais n'attendez pas pour mettre les stratégies en place. Parce que chacun ne va pas au même rythme, chacun n'avance pas au même rythme, ça c'est sûr. Donc il y a des gens qui sont un peu plus longs pour réceptionner l'information, ou peut-être il faut leur expliquer plusieurs fois. Et on se rend bien compte, et moi c'est mon expérience aux États-Unis, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on écoute, si on met en place les stratégies qu'on nous donne, et d'ailleurs ça, que ce soit dans un mastermind ou que ce soit dans un coaching normal, si on est là pour apprendre des stratégies, on les met pas en place, et ben il va rien se passer. Maintenant, si on apprend des stratégies et qu'on les met en place au fur et à mesure, c'est là qu'on voit qu'il se passe il y a des résultats très très rapidement en fait. Oui, donc, effectivement. Même si on rentre en cours de route, moi j'ai pas de date, c'est-à-dire moi les gens à partir du moment où ils rentrent, soit ils rentrent pour 6 mois, soit ils rentrent pour 12 mois. En revanche,
ce que je demande aux gens, c'est, voilà, une fois de plus, c'est pas simplement un engagement financier, c'est si on rentre pour 6 mois, c'est 6 mois. C'est pas on est là un mois, on voit ce qui se passe et on s'en va. Donc du coup, comment est-ce qu'on donc du coup, je mettrai le lien en dessous. Du coup, si vous voulez bien pour s'inscrire à votre mastermind, parce que du coup, si ça intéresse les gens, j'imagine que voilà, en tout cas, s'il y a des places, ça serait top. Et du coup, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, c'est que, enfin, une chose qui m'a interpellé, c'est que finalement, les rendez-vous de la semaine, chaque semaine, vous les laissez un petit peu en autopilotage. Alors, est-ce que vous définissez un leader avant, ou est-ce que vous laissez faire? Non, parce que en fait, il y a une personne qui lance le meeting parce qu'il faut bien que quelqu'un lance le groupe. Mais c'est-à-dire que une fois de plus, c'est-à-dire que en fait, on dit toujours, on réinvente pas la roue. Il n'y a rien de nouveau, personne ne réinvente la roue. Donc moi, je duplique complètement l'expérience que j'ai aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a effectivement notre appel du lundi matin où on est quand même assez grand pour savoir ce qu'on a à faire. Donc c'est bien donc il n'y a pas de leader, mais comme les gens sont là il y en a qui sont là depuis un certain temps, donc effectivement, il y en a un qui demande aux autres, donc qui prend la parole, qui va donner ses objectifs. Et après, quand ils échangent entre eux, s'ils ont des questions ou des choses comme ça, c'est des professionnels, ils savent faire, donc ça, ils peuvent discuter un peu entre eux. Et je considère que j'ai pas non plus à être là en permanence, parce que là, la session du lundi, c'est pas une session coaching, c'est une session où on annonce ses objectifs. Donc ils donnent leurs objectifs et pour ça, effectivement, ils ont pas besoin de moi pour leur donner des objectifs. Effectivement. Maintenant, quand il y a besoin de coaching, ou là, c'est pour ça que sur les sessions marketing ou les sessions brainstorming, là c'est différent parce que là, s'ils posent des questions, moi, à leurs questions, je vais donner des stratégies et en plus, les autres vont pouvoir partager, de dire, voilà, moi, par exemple, j'ai beaucoup de clients, par exemple, ou même en coaching privé, où je dis, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un blog au démarrage de votre activité. Ça dépend de ce que vous faites. Donc, j'ai des gens à qui je conseille d'avoir un blog et d'autres à qui je dis, c'est pas utile. Et si vous utilisez Facebook correctement, ça peut, pour le démarrage, vous permettre de lancer pas mal de choses, de créer votre communauté, d'avoir des gens qui vous suivent. Et il sera toujours temps de faire un site ou un blog ensuite, parce que les gens, effectivement, font beaucoup de blogs, mais derrière, ils savent pas les gérer, ils mettent plus rien dessus. Et si on n'écrit pas une fois par semaine sur son blog, ça sert à rien. Donc, il n'y a pas d'intérêt de le lancer. Et là, j'ai une de mes clientes qui, notamment, effectivement, donc, a bien mis en place, donc celle qui, justement, disait aux autres, surtout, mettez bien les stratégies en place dès que vous les apprenez, qui est rentrée au mois d'avril. Au mois de mai, j'avais fait une formation Facebook. Et cette personne-là, c'est une des personnes à qui j'avais dit, pour le moment, vous n'avez pas besoin de site. On verra, il sera toujours temps de voir le site après. Et qui a démarré très très fort sur Facebook, qui a obtenu rapidement un certain nombre de fans, a créé une communauté, a fait des échanges. Je dis toujours aux gens qu'il faut mettre beaucoup de photos, qu'il faut communiquer beaucoup sur Facebook, et qui a obtenu des commandes rapidement, et qui aujourd'hui, parfois il y a des jours où elle reçoit 10 commandes via Facebook. Donc, je confirme ce que Biba dit, c'est qu'elle prêche, et elle fait ce qu'elle prêche, parce que je suis donc abonné sur sa chaîne Facebook. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner également sur sa chaîne Facebook, et il y a énormément de contenu, il y a énormément de choses utiles, des phrases inspirantes, beaucoup de choses en fait qui font que la chaîne de Biba est hyper attractive. Voilà. Il faut, c'est-à-dire que c'est comme tout. Si on fait quelque chose et que derrière on bouge pas, il se passe rien. Donc les réseaux sociaux, c'est vrai qu'en plus moi, on parlait networking. Quand j'ai démarré le networking, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc depuis, ça facilite encore énormément le networking parce que ça permet du coup de sortir un peu du côté local, parce que là on peut rencontrer des gens de n'importe où. Et la façon dont on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux tous les deux aussi. Ça permet de faire beaucoup plus de choses. Ça a un côté sympa où effectivement il n'y a plus cette distance qu'on pouvait peut-être avoir il y a quelques années il faut faire une certaine approche auprès des gens. Là, c'est facile de communiquer avec tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est engager les gens. Donc, il faut vraiment être actif sur les réseaux sociaux en règle générale. Moi, j'en utilise d'autres, mais c'est vrai que celui que je préfère, c'est Facebook parce que je le trouve plus sympa, parce que c'est plus facile par exemple, j'aime pas du tout Twitter. Mais bon, Twitter a une autre utilisation. Et si vous postez pas sur votre page, les gens me disent, oui, mais j'ai ouvert une page, mais personne ne vient cliquer j'aime et personne ne vient mettre de commentaires. Oui, mais s'il se passe rien sur votre page, les gens n'ont pas de raison de mettre des commentaires. En plus, c'est vrai que sur le marché francophone, on voit moins de commentaires que sur le marché anglophone. Donc, j'ai toujours aux gens, ne vous arrêtez pas à ça. C'est pas parce qu'au démarrage de votre page, vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien, que derrière, en fait, il se passe rien. Pour autant, les gens vous voient. Et plus vous allez faire de choses,
Et quand vous me disiez, je crois que c'est avant qu'on commence l'interview, que vous étiez honoré parce que vous me voyez partout, eh ben c'est ce que j'enseigne à mes clients. C'est il faut être partout, que les gens vous voient partout, parce que c'est comme ça que vous allez attirer les gens à vous et du coup vous n'avez plus besoin de vendre. Vous n'avez pas besoin d'aller à la chasse aux clients. Les gens viennent vers vous parce que parce que vous mettez de l'information intéressante, vous mettez de l'information de qualité, que ce soit par les articles, que ce soit par des vidéos, que ce soit par les différents médias qu'on peut utiliser. Mais c'est comme ça qu'on attire les gens à soi. Donc il faut vraiment... On crée plus des fans, ouais, que des clients. Absolument. Il faut d'abord que les gens soient des fans et que ces fans-là, justement, par la qualité de son travail et tout ce qu'on fait derrière et par toutes les stratégies de marketing, on les transforme en clients. Mais justement, ils viennent à vous, c'est pas vous qui allez à la chasse aux clients. Donc là, effectivement, sur Facebook, c'est important aussi. Ça développe encore plus le networking, puisque c'est du networking en ligne. Et là, j'ai l'expérience aussi. Donc, j'avais une autre cliente qui était aussi à La Réunion, puisque cette cliente-là est à La Réunion également, comme Romy. Donc, ils ne se connaissaient pas avec Romy, ils sont tous les deux dans le mastermind et ils ont fait connaissance. Ils habitaient à 1 heure l'un de l'autre, je crois. Donc ils ont fait connaissance grâce à ça. Et là, le week-end dernier, j'avais une de mes clientes privées qui est aussi à La Réunion et qui, à force, moi, de partager ce que font mes clients et ainsi de suite, qui l'autre jour me dit, tiens, ce serait bien si bon, en l'occurrence, les deux s'appellent Brigitte, dit, tiens, ce serait sympa si j'allais rencontrer l'autre Brigitte. Donc du coup, elle est allée la rencontrer, parce que je ne sais pas si elles sont loin l'une de l'autre, mais peut-être à 45 minutes l'une de l'autre. Donc elle est allée la rencontrer, elles m'ont fait en plus une petite vidéo témoignage, elles m'ont fait une petite surprise qui était très sympathique en vidéo. Donc voilà, donc le networking c'est ça, les réseaux sociaux c'est ça, ça permet de rencontrer des gens sur le net, mais que derrière il peut se passer des rencontres en vrai, si je puis dire. Ah, c'est génial. Ben, Biba, je pense qu'on a balayé beaucoup de choses. Vous avez vraiment donné énormément d'infos. Vraiment, merci 1000 fois pour tout ça. Ben, écoutez, voilà. Est-ce que on peut rajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose en particulier? Non, bah simplement dire aux gens que effectivement, quand ils veulent démarrer une activité, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'y mettre à 100%. Que si on essaie de s'y mettre, j'ai beaucoup de gens effectivement qui ont pris beaucoup de formations et qui me disent mais ça fonctionne pas, mais parce que en fait on peut pas travailler 2 heures par jour et penser qu'on va développer une activité, même si c'est une activité en ligne, il faut vraiment s'y donner à 100%. Qu'on peut absolument démarrer de zéro parce que je l'ai fait 2 fois, donc et ça me gênerait pas de le refaire dans autre chose. Et c'est pas impossible étant donné votre côté où vous vous ennuyez relativement vite. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut du nouveau. C'est pour ça que en ce moment, arriver sur le marché francophone, parce que ça fait plusieurs années que je coach sur le marché anglophone, et pour moi c'était nouveau, donc c'était un nouveau challenge. C'était est-ce que je vais réussir à me faire connaître comme je suis connue sur le marché anglophone? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que, parce que j'ai peut-être pas les mêmes méthodes que d'autres personnes, est-ce que ça va plaire? Donc c'était encore un nouveau challenge. Et puis bon, là, vu les résultats, ça se passe tellement bien et ça se passe, enfin, en plus le mastermind et le coaching, sur la France, c'est au-delà de ce que j'avais espéré. Donc c'est une bonne chose. Mais voilà, c'est qu'on peut tout à fait démarrer de zéro avec rien. Mais ce qui est sûr, c'est que, il faut la motivation. C'est pas on s'arrête au premier obstacle. 2, de ne pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes. Parce je dis toujours qu'on peut commencer son activité tout seul, on peut pas la développer tout seul, on a besoin des autres. On parlait de Tony Robbins, je crois avant l'interview entre nous. Tony Robbins, il n'a pas démarré tout seul, il a su s'entourer. Il a fait partie de Mastermind, il s'entoure d'autres professionnels qui fonctionnent et même plus que lui pour apprendre des autres. Donc on apprend toujours des autres. On peut pas réinventer, ça sert à rien de réinventer. Tout à fait, oui, c'est possible. Voilà. Et que ça sert à rien de réinventer la roue, donc il faut voir ce qui existe. Moi, une fois de plus, comme je dis, le mastermind que j'ai mis en place sur le marché francophone, j'ai rien inventé. Le concept, il est pas de moi. D'abord, le concept, il est sorti avec Napoleon Hills, mais le concept, il est pas de moi. Je modèle ce que font les autres. Après, on l'adapte à sa personnalité, on l'adapte à son activité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la motivation, il faut faire les choses. S'entourer correctement et savoir que si on a cette motivation-là, si on a un but au final, ça ne peut que fonctionner. Merci encore une fois pour tous ces très bons conseils, Biba, et à très bientôt. À bientôt, merci à vous.